Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment préparer votre dossier afin de maximiser vos chances d'être sélectionné pour les bourses d'études en Chine. Et dans cette vidéo, je vais vous ajouter 3 autres éléments très importants que vous ne devez pas négliger. Et si il arrivait que tu négliges un de ces éléments, ça peut te coûter ton admission. Vraiment, c'est très important de savoir ces 3 éléments et de ne pas les ignorer parce que je sais de quoi je parle. J'ai de l'expérience dans l'accompagnement des étudiants pour les bourses d'études en Chine et j'ai vu des gens être rejetés à cause d'un seul de ces éléments. Et donc, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu as la recherche des informations, des opportunités et des conseils sur l'immigration en Chine, au Canada et en Chypre, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste des nouvelles vidéos. Et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, je vais encore parler des 3 éléments très importants que vous ne devez pas négliger si vous avez un plan ou si vous voulez postuler pour le bourse d'études en Chine. Dans la précédente vidéo, je vous ai déjà montré comment arranger votre document, comment arranger vos dossiers pour avoir un dossier gagnant. Et donc, si tu n'as pas suivi d'abord cette vidéo-là, je te conseille peut-être de suivre d'abord la vidéo-là et puis revenir ici. Mais dans cette vidéo, je vais parler des 3 éléments que tu ne dois pas négliger si tu veux bénéficier des bourses d'études en Chine. Et si tu négliges un seul seulement, ça risque de te coûter ton admission. Le premier élément, ça sera la langue. C'est très important dans le sens où la Chine exige l'attestation de langue parce qu'en Chine, il n'y a pas d'année de formation d'anglais. Ici, si tu veux apprendre la langue, c'est le chinois. Et même le chinois, c'est fait en anglais. Donc, quand je parle de langue ici, c'est l'anglais. L'anglais, d'abord, c'est très important si tu veux étudier en Chine. Et donc, tu dois avoir quelques connaissances d'anglais. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il arrive que tu nous écrives, tu nous dises non, j'ai pas d'attestation de langue, mais mon niveau d'anglais est passable. C'est-à-dire, nous, en tant qu'agence, on peut justifier ça pour toi. On peut trouver une solution pour toi de justifier le fait que tu n'as pas d'attestation de langue. Mais il arrive pour certains de mentir. Tu viens, tu dis à l'agence, voilà, j'ai pas d'attestation de langue, mais j'ai un bon niveau d'anglais. D'ailleurs, je pense que nous allons instaurer un petit test qu'on fera avec nos clients. Quand tu nous dis que tu n'as pas d'attestation de langue, on fait un appel, on parle en anglais avec toi pour vraiment savoir si tu as un niveau passable. Parce que après, très récemment, j'ai eu un étudiant qui a eu le même cas. Il m'a dit, voilà, j'ai pas un bon niveau d'anglais. Et l'étudiant, il me dit, il me contacte, il m'envoie les documents, mais il me dit, il n'a pas un très bon niveau d'anglais. Bon, moi, je suppose qu'il a un niveau passable. Je crois que je l'avais même demandé, je dis, est-ce que tu peux suivre quand même les cours en anglais? Il dit oui. Ok, nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de justifier le fait qu'il n'a pas fait de formation, il vient juste de finir, il n'a pas eu assez de temps pour faire la formation, mais il a un très bon niveau. L'université accepte, mais qu'est-ce qui se passe après? Il doit passer à l'interview. L'interview en Chine, c'est sur un meeting avec 2, 3 professeurs et les professeurs ne vont pas te parler en français. Les professeurs vont te parler en anglais. Maintenant, la personne se sent incapable de passer l'interview avec le professeur. À part l'interview même, on demande à la personne de faire un PPT, qui va présenter lui-même avec le professeur. Il n'arrive pas parce que le truc doit être fait en anglais, mais tu n'as aucun niveau d'anglais, mais tu veux postuler en Chine. Là, tu as un bon dossier, tu peux être vraiment intelligent, tu as envoyé des copies bien scannées, tu as tous les documents qui sont demandés, mais tu ne peux pas parler anglais. On a déjà justifié que tu as un bon niveau d'anglais, mais tu ne peux pas faire l'interview en anglais. Tu vois déjà qu'on te disqualifie. Et donc, pour cette situation, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une attestation d'anglais, mais vous avez besoin d'un certain niveau avec vous. Parce qu'à tout moment, les universités peuvent vous contacter pour des interviews, peuvent vous contacter pour écrire tel ou tel document en anglais. Et là, si vous n'avez pas ce niveau-là, ça sera vraiment difficile pour vous. Ça peut se faire que vous n'avez pas, vous faites pas des interviews parce que c'est pas toutes les universités non plus qui vont passer les étudiants dans des interviews. Mais après, si tu viens en Chine, tu n'as pas de niveau d'anglais, tu peux même pas suivre un cours en anglais. Ça sera vraiment compliqué pour toi d'apprendre. Donc, tu seras d'abord obligé d'apprendre l'anglais, d'apprendre les chinois et ça sera beaucoup de choses pour toi. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, vous avez un délai de 6 mois pour vous préparer. Pendant ces 6 mois-là, je suppose que vous avez assez de temps de vous informer, de vous former sur YouTube, sur les basics d'anglais. Et là, s'il arrivait le moment
de passer l'interview, vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser et vous défendre et défendre votre niveau d'anglais. Donc la première chose, la langue. Et quand je parle de langue, c'est pas le chinois, c'est l'anglais. Concentrez-vous sur votre niveau d'anglais, ayez un certain niveau. Je ne vous demande pas d'être professionnel, mais ayez un certain niveau d'anglais. Soyez capable de faire un interview, soyez capable de faire une conversation avec quelqu'un en anglais, ça suffit. C'est très important. Le deuxième élément que je dois mentionner et qui est encore important, c'est à quel moment vous postulez. À quel moment vous postulez, c'est aussi très important parce que en Chine, c'est en mode premier arrivé, premier servi. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est très ouvert à tout le monde. Beaucoup de gens sont informés sur les opportunités qui sont en Chine. Et donc, il y a beaucoup de gens qui postulent. Il y a une grosse demande sur le postulant aux bourses d'études en Chine. Quel est le bon moment maintenant? Ça dépend de quelle rentrée tu veux choisir. J'ai mélangé le CSC Scholarship et la rentrée de septembre. Si vous voulez postuler pour le CSC Scholarship, c'est-à-dire la bourse du gouvernement chinois, qui est la bourse la plus populaire et plus recherchée par la plupart. D'ailleurs, après, je compte faire aussi une vidéo pour vous expliquer comment ça marche, parce que c'est une bourse qui paraît vraiment compliquée, mais je compte vraiment vulgariser ça, vous expliquer ça dans un moyen le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre, et je pense que ça va vous aider le moment venu. Et donc, si je dois mélanger les gens qui veulent postuler pour le CSC Scholarship et la rentrée de mars, plutôt de septembre, vous devez postuler à partir du mois de janvier, voire même décembre. Décembre, le CSI est déjà ouvert, mais en janvier, toutes les universités qui vont entamer la rentrée de septembre sont déjà ouvertes. Vous pouvez postuler. Donc, en janvier, c'est le bon moment pour vous de postuler, c'est-à-dire à partir de juillet, octobre, septembre, vous devez déjà commencer à préparer ce qu'il y a comme documentation et tout ce qui va avec, tous les détails dans la vidéo précédente. Je vous ai vraiment donné tous les détails de ce que vous devez préparer. Donc, en janvier, vous commencez déjà à postuler pour le CSC Scholarship et la rentrée de septembre 2024, si on doit dire ça comme ça. Mais en général, pour la rentrée de septembre. Et le CSI, ça clôture au mois de mars. Ce qui est bien avec le CSI, peu importe si tu postules en janvier ou en mars, c'est la même chose. Il faut qu'on clôture les inscriptions ou les applications pour qu'on commence à évaluer. Non, c'est toujours bon, vous devez quand même postuler dans le temps parce qu'en avril, mai, ça sera déjà fini, vous n'aurez plus de chance. Vous devez attendre maintenant l'année qui va venir pour postuler. Donc, pour le CSI, janvier, mars, postuler. Pour la rentrée de septembre, janvier jusqu'en mai, pour être sûr vraiment d'avoir beaucoup de chances, d'avoir toutes les chances à vos côtés. En juin, c'est encore possible. Juillet, 50% des chances. Et août, là, c'est sauf par la chance. Vous pouvez toujours avoir des admissions, mais pas des bonnes bourses. Donc, le temps que vous postulez, c'est très important. Si vous voulez postuler pour la rentrée de mars pour chaque année, que ce soit mars 2024, 25, 26, pour chaque année en tout cas, déjà à partir du mois d'octobre, commencez déjà à chercher des universités qui ont cette rentrée parce que ce n'est pas toutes les universités aussi qui lancent la rentrée de mars. Et d'ailleurs, ici, je vous annonce que notre agence, nous commençons déjà à enregistrer les gens qui veulent postuler pour la rentrée de mars. Donc, vous pouvez déjà vous enregistrer. On va préparer le dossier. On va tout arranger pour vous et postuler pour s'assurer que vous avez toutes les chances à vos côtés. Pour ceux qui veulent s'enregistrer, pour ceux qui veulent le faire avec nous, n'hésitez pas de nous envoyer le message sur le mail ou sur nos numéros ou de nous contacter sur nos comptes Instagram, Facebook et on va vous répondre. Attends, je vous ai dit, il y a déjà une équipe qui est sur le coup et vous aurez des réponses dans un bref délai. Donc, le temps, c'est très important. Si vous postulez, par exemple, pour la rentrée de mars, vous postulez en février, c'est vraiment trop difficile. Déjà qu'en mars, il n'y a pas vraiment beaucoup de bourses totales. Et maintenant, vous postulez au dernier mois. Vous comprenez que c'est là, c'est trop difficile. Même si vous venez avec un dossier bien qualifié, bien organisé, bien préparé, avec un très bon GPA. Mais en février, il n'y a plus de morceaux de gâteau que vous pouvez prendre. Donc peut-être on va vous donner l'assiette, peut-être on va vous demander de ramasser les miettes. Donc voilà, vous aurez juste une admission, mais vous n'aurez pas de bonnes bourses. Donc le temps que vous postulez compte, c'est très important. Ne négligez pas ce temps-là parce que c'est vraiment très important, même si beaucoup de gens négligent. Ils pensent que tant que c'est ouvert, on peut toujours postuler. Mais non,
pas parce que c'est ouvert qu'il faut postuler, il faut postuler au bon moment. Donc ça, c'était le deuxième élément que vous ne devez pas négliger. Le troisième élément que je vais mentionner et que vous ne devez pas négliger parce que c'est aussi très important, très important, c'est par quel moyen vous postulez. Supposons que maintenant vous êtes au pays, parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi qui sont en Chine. Si vous êtes au pays et vous voulez postuler pour la bourse du gouvernement chinois, vous savez que vous pouvez postuler seul ou vous pouvez postuler par une agence, quelqu'un qui va vous aider. Je répète que le gouvernement chinois n'a pas de partenariat avec les agences. La personne qui vous aide, c'est juste une agence qui sait comment faire ça ou qui a des partenariats avec les écoles. Donc, vous avez le choix de le faire seul, de passer par une agence ou de passer par l'ambassade. Mais quel est le bon moyen pour toi? Donc, si tu es au pays, passe par l'ambassade, poursuis pour le type A. Mais si tu veux qu'une agence t'accompagne, je ne déconseille pas ça aussi. Tu peux le faire, mais je conseille plus à ceux qui sont en pays, qui veulent postuler pour le CSI, de passer par l'ambassade, ça sera plus facile. Par contre, ceux qui sont déjà en Chine, si vous voulez postuler pour votre master ou votre doctorat, pour la bourse du gouvernement chinois, vous pouvez aussi passer par A. Ça va aussi, d'ailleurs c'est mieux aussi. Mais si vous pensez que vous avez un très bon GPA, vous avez une très bonne relation avec l'organisation ou le management de l'université, avec vos professeurs, le bureau des étudiants internationaux, si vous avez vraiment une très bonne relation, postulez par le type B parce qu'avec le type B, l'université va vous recommander parce qu'ils vous connaissent, vous avez une très bonne relation, vous êtes un très bon étudiant, vous avez un bon GPA, passez par l'université et là, ça va marcher. Mais si vous pensez que vous n'avez pas ces bonnes relations avec les professeurs, vous n'avez pas un bon GPA, passez par l'ambassade aussi, même si vous êtes en Chine. Et là, vous allez maximiser vos chances d'avoir la bourse du gouvernement chinois. Ça concerne la partie CSI Scholarship. Après, dans une autre vidéo, j'aimerais bien faire une autre vidéo qui va expliquer la différence entre le type A, le type B. Il y a aussi même un type C, mais pas trop populaire. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la différence et pourquoi ceux qui sont au pays doivent passer par A et pourquoi ceux qui sont en Chine et qui ont de très bonnes relations doivent passer par B. Donc, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo, bien sûr, si vous le voulez. Dites-moi dans les commentaires et je lirai et je verrai si je dois faire ça de toute urgence. Et si maintenant, vous voulez postuler pour les bourses universitaires, quel est le moyen que vous devez faire? Je le répète encore une fois. Quand il faut parler de bourse d'études en Chine, d'étudiants en Chine, de postuler en Chine, vous pouvez postuler seul ou vous pouvez passer par une agence. Vous pouvez passer par nous. On a une agence qui est vraiment spécialisée avec beaucoup d'expérience, avec plus de 25 étudiants déjà inscrits en Chine par nous depuis 2019, même pendant le temps de Covid. Donc, on sait vraiment comment s'y prendre. On a déjà des partenariats avec des universités, des agences. Et donc, vous êtes les bienvenus chez nous. Et ici, quel est le moyen que moi je recommande? Si tu penses que tu maîtrises le système des universités en Chine, les systèmes d'application en Chine, fais-les seul. Fais-les seul, ça va marcher. Mais si tu penses que tu ne sais pas, tu ignores, tu ne sais même pas comment ça se passe, je te conseille de passer par une agence. Vous allez vous dire que non, c'est payant et pourtant, voilà, d'autres sont en train de le faire gratuitement. Non, c'est payant parce que lui, il utilise les contacts, il utilise d'autres agences qui sont vraiment bien proches des universités, bien proches des bureaux des admissions. Et donc, votre document a une certaine priorité. Donc, vous devez payer pour ça. Et ça devient encore plus intéressant si on doit parler maintenant des résultats. Tu postules seul, tu obtiens une bourse partielle, mais ça peut arriver que tu obtiennes aussi une bourse totale, ça arrive. Mais supposons que tu obtiens une bourse partielle et tu auras beaucoup plus de chances d'obtenir une bourse partielle quand tu postules seul. Et où tu dois payer chaque année une somme de 1600 dollars pendant 4 ans pour le bachelor. Je prends un exemple, ça va aller à plus de 5000 dollars que tu auras à payer. Tu vas postuler seul, voire même 6000 si je ne me trompe pas. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'étudiant B qui a postulé avec l'agence, qui a choisi de payer les frais de l'agence. Je mets entre guillemets, l'agence demande à la personne de payer un montant de 1500 dollars pour le processus. Certains vont dire c'est cher, ça dépend de tout un chacun, mais je sais que je veux que tu comprennes là où il y a la différence avec ces deux. Il paye 1500 dollars, mais il obtient une bourse totale pendant les 4 ans. Il n'a rien à payer. Au début, il a payé 1500 seulement et il a les 4 ans garantis, il n'a rien à payer. Mais toi, au début, tu n'as rien payé. Tu as fait ça, free, 0 francs payés, tout est gratuit. Mais à la fin,
tu as dépensé plus de 6 000 $, plus de 5 000 $ pour avoir aussi ton diplôme. Je ne sais pas c'est quoi le chemin que tu vas suivre, soit le chemin A ou le chemin B. C'est à vous de voir. En tout cas, moi j'encourage ceux qui vont choisir le plan B. Ce sont des gens qui voient à long terme, mais pas directement. Vous avez le choix avec vous de passer soit par l'agence, soit par vous-même. Mais si c'est pour la bourse du gouvernement chinois, postulez seul. Mais si vous voulez postuler pour les bourses universitaires, postulez avec les agences. Et j'ajoute encore quelque chose qui est vraiment très important. Quand vous postulez pour la bourse du gouvernement chinois, parfois on vous envoie une information, on vous dit de ne pas postuler pour les autres bourses qui peuvent compromettre, qui peuvent pousser à ce que vous puissiez rater la bourse du CSC Scholarship. Non. Quand vous postulez pour la bourse du gouvernement chinois, postulez aussi pour les bourses des universités. Et là, ça devient très intéressant parce que plus vous postulez à plusieurs universités, plus vous maximisez vos chances. Parce que peut-être telle université peut vous rejeter pour des raisons qui sont inconnues, ça arrive. Mais l'autre 3, 4 universités ne peuvent pas vous rejeter si bien sûr vous avez suivi tous les conseils que j'ai donnés dans la première vidéo et vous y ajoutez les conseils de cette vidéo. 3 universités ne peuvent pas vous rejeter au même moment. Donc, je vous assure, suivez ces 2 vidéos et après, vous allez revenir dans la section commentaires dire merci parce que vous avez obtenu des bourses totales, vous avez obtenu des bourses du gouvernement chinois. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu et comme je l'ai dit prochainement, je vais faire une vidéo pour essayer de vulgariser un peu la bourse CSC du gouvernement chinois et j'espère que ça sera très utile pour ceux qui sont intéressés par cette bourse-là. Donc, abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.